Je m'appelle Émile Duret, et si vous veniez me croiser dans les rues étroites de Kermeur, ce petit village niché au cœur de la Bretagne, vous ne vous attarderiez probablement pas sur moi. J'ai les cheveux poivre et sel, le dos un peu voûté par les années et les mains marquées par le travail. Ma maison est modeste, en pierre grise, avec des volets verts qui grincent quand le vent du large s'engouffre dans la vallée. J'y vis seul depuis plus de 20 ans, et cela ne m'a jamais dérangé, du moins jusqu'à l'arrivée de mon nouveau voisin. Il s'appelle Arnaud Belland, un homme d'une quarantaine d'années à la mâchoire toujours serrée et au sourire hautain. Il est arrivé de Paris avec sa femme Clémence, une femme élégante qui promène ses robes de marque dans les rues du village comme si elle était sur les Champs-Élysées. Ils ont acheté la grande maison en face de la mienne, une bâtisse rénovée avec piscine, véranda et jardin paysager. Une maison qui détonne avec le reste des habitations à Rustique de Kermeur. Dès leur installation, ils se sont comportés comme s'ils étaient les nouveaux seigneurs du village. « Ah, Émile, c'est bien votre prénom, n'est-ce pas ?» m'avait lancé Arnaud lors de notre première rencontre, un verre de champagne à la main. « Vous devez être locataire ici depuis longtemps. C'est charmant cette petite maison. Un peu vieillotte, certes, mais pleine de caractère. » Je n'avais rien répondu. Je savais reconnaître le mépris quand il se cachait derrière des compliments. Les jours suivants, Arnaud ne manquait jamais une occasion de souligner notre différence. Il aimait parler fort lorsqu'il croisait des voisins, comme pour que tout le monde l'entende. Imaginez Clémence. Certaines personnes vivent ici depuis des décennies et ne peuvent même pas se permettre de refaire leur toiture. Ou encore, je me demande comment on peut vivre sans piscine en 2025. Mais bon, chacun ses moyens. Je savais qu'il parlait de moi. Et étrangement, cela ne m'atteignait pas. Pas encore. Un samedi matin de mai, alors que j'arrosais mes hortensias, Arnaud s'est approché de la haie qui séparait nos propriétés. Il portait un polo bleu marine sans un pli et des lunettes de soleil hors de prix. « Dites-moi, Émile, vous avez déjà pensé à vendre cette vieille maison ?» demanda-t-il d'un ton faussement amical. « Non, jamais. C'est dommage. Vous savez, j'ai un projet d'agrandissement. J'aimerais installer un court de tennis et un petit pavillon. Pour les invités, votre terrain serait parfait pour ça. Je pourrais être généreux, vous savez. » Je l'ai regardé droit dans les yeux sans répondre. Il a continué, comme s'il n'avait pas remarqué mon silence. « Enfin, si vous préférez continuer à vivre dans ce que vous appelez une maison, dit-il en balayant ma façade d'un regard dédaigneux. C'est votre choix. Mais faites vite, les offres généreuses ne durent pas éternellement. » Il est reparti, satisfait, comme s'il venait de conclure une affaire. Les semaines ont passé, et ses remarques sont devenues plus fréquentes, plus cruelles. Il plaisantait sur mon loyer imaginaire, insinuant que je n'avais même pas les moyens d'entretenir mon jardin. Au marché, il racontait que le vieux Émile survivait probablement grâce à une maigre retraite ou à des aides de l'État. Certains riaient, d'autres détournaient le regard. Dans un petit village, les mots voyagent vite, et ils blessent même lorsqu'on fait semblant qu'ils ne comptent pas. Je n'avais jamais été un homme rancunier. J'avais connu la gloire, la chute, la douleur. Rien de ce qu'Arnaud pouvait dire n'avait le pouvoir d'effacer ce que j'avais traversé. Mais il y a une chose que je ne supportais pas, le mépris des arrogants qui ne connaissent rien de votre histoire. Un soir, alors que je sirotais un verre de cidre sur mon perron, Madeleine Rousseau, ma voisine et amie de longue date, est passée me voir. C'était une femme veuve d'une 60aine d'années, toujours vêtue d'un châle fleuri et d'un sourire bienveillant. « Émile, je l'ai encore entendu aujourd'hui, cet Arnaud. Il racontait au café que tu ne pouvais même pas payer ton électricité sans aide. Tu ne devrais pas le laisser dire ça. Laisse-le parler, Madeleine. Ceux qui ont besoin d'écraser les autres pour se sentir grands finissent toujours par tomber de leur piédestal. Peut-être, mais il est allé trop loin. Il veut acheter la maison, tu sais. Il en a parlé à la mairie. » Je n'ai rien dit. Je savais déjà. Et ce qu'Arnaud ignorait, c'est que cette maison et ce terrain
avait une histoire bien plus ancienne et plus complexe que ce qu'il pouvait imaginer. Un matin de juin, alors que je revenais du boulanger, j'ai croisé Arnaud en train de parler à deux hommes en costume devant sa maison. Il riait fort, ses gestes amples trahissant son sentiment de supériorité. Quand il m'a vu, il m'a lancé suffisamment fort pour que tout le monde entende « Ah, Émile, vous !» Tombez bien, je disais justement à ces messieurs que vous serez bientôt mon voisin, plus exactement mon ancien voisin. « Et pourquoi cela ?» ai-je demandé calmement. « Parce que je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Cette maison sera à moi avant la fin de l'année. » « Vous êtes bien sûr de vous, Arnaud ? » ?»« Absolument. Et puis, soyons honnêtes, vous n'avez pas les moyens de résister. » Il a éclaté de rire. Ces deux invités ont souri poliment, mal à l'aise. Je suis rentré chez moi sans répondre. Mais cette fois, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus seulement de l'arrogance, c'était de la provocation. Et j'ai décidé que le moment était venu de sortir de mon silence. Ce que personne ici ne savait, c'est que j'avais eu une autre vie. Avant de revenir à Kermer, j'avais travaillé pendant plus de 25 ans à Paris comme ingénieur en infrastructure ferroviaire. J'avais participé à la conception de lignes à grande vitesse. J'avais dirigé des équipes, voyagé à travers l'Europe. Mon nom figurait même sur des projets que des milliers de gens utilisent chaque jour sans jamais savoir qui les a rendus possibles. Mais après la mort de Sophie, mon épouse, tout avait perdu son sens. J'avais vendu notre appartement, quitté mon poste et décidé de revenir ici, sur la terre de mes grands-parents. Je ne voulais plus d'ambition, de promotion, de réunions interminables. Je voulais simplement vivre en paix, et c'est ce que j'ai fait. Mais paix ne veut pas dire faiblesse. Quelques jours plus tard, je suis allé voir Maître Delorme, le notaire du village. C'était un vieil homme discret, à lunettes rondes, qui connaissait chaque parcelle de terrain de la région mieux que quiconque. « Ah, Émile, cela faisait longtemps. »« Oui, maître, j'aurais besoin de consulter certains documents concernant ma propriété. »« Bien sûr, vous parlez de l'acte de succession de vos grands-parents. »« Exactement. Et j'aimerais aussi que vous vérifiez un détail concernant la parcelle B42, celle qui jouxte ma maison. » Le notaire a levé un sourcil. « Intéressant. Cette parcelle correspond précisément au terrain sur lequel la maison des Belland a été construite. »« Je sais. C'est pour cela que je suis ici. » Il a feuilleté de vieux registres reliés de cuir, les pages jaunies par le temps. Puis il s'est arrêté sur un document daté de 1953. Voilà. Vente de l'usage de la parcelle B42, clause de réversion automatique en cas, et de non-paiement de la redevance annuelle. Il a levé les yeux vers moi, intrigué. « Émile, selon ce document, cette parcelle n'a jamais cessé d'appartenir à votre famille. Les anciens propriétaires n'ont jamais payé la redevance depuis plus de 20 ans. Juridiquement, la propriété revient à vous. » Je n'ai rien répondu. Un long silence s'est installé. Puis j'ai souri. « Merci, maître. C'est exactement ce que je voulais confirmer. » À partir de ce jour-là, je n'ai plus regardé Arnaud de là. Même manière, chaque fois qu'il se moquait de moi, chaque fois qu'il riait de ma pauvreté, je voyais autre chose. Un homme qui se croyait propriétaire d'un terrain qui ne lui appartenait peut-être même pas. Il ne savait rien. Et j'avais décidé de ne rien dire. Pas encore. Un dimanche après-midi, Arnaud a organisé un grand barbecue pour ses nouveaux amis du village. Des voitures de luxe stationnaient devant sa maison, des rires s'élevaient par-dessus la haie et l'odeur de viande grillée flottait dans l'air. Comme toujours, il a profité de l'occasion pour m'humilier devant les invités. « Regardez-le, notre cher Émile, toujours fidèle à sa maison d'un autre siècle. Je parie qu'il n'a même pas Internet à l'intérieur, » lança-t-il en riant. Certains invités ont ri avec lui. D'autres ont baissé les yeux, gênés. Je me suis contenté de lever mon verre en direction du jardin et de retourner à l'intérieur. Car ce que personne ne savait, c'est que pendant qu'il riait, Maître Delorme préparait un dossier qui allait tout changer. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi.
Je suis resté assis sur mon fauteuil préféré, les yeux perdus dans le vide, repensant à tout ce que j'avais traversé. Arnaud n'était pas le premier à me juger sur mon apparence, et il ne serait pas le dernier. Mais cette fois, je ne laisserai pas le mépris passer sans conséquence. Je me suis levé et ouvert la fenêtre. Le vent portait encore des éclats de rire de la fête d'à côté. Je me suis dit à voix basse, « Laisse-les rire, Émile. Bientôt, ce rire se coincera dans leur gorge. » Les jours qui suivirent cette fameuse soirée de barbecue furent étrangement calmes. Arnaud, persuadé d'avoir une fois de plus affirmé sa supériorité, me lançait des sourires triomphants chaque fois que nos regards se croisaient. Je répondais par un hochement de tête poli, comme si tout cela n'avait aucune importance. Pourtant, à l'intérieur de moi, quelque chose s'était mis en marche, une mécanique silencieuse et précise qui n'allait s'arrêter qu'au moment où la vérité éclaterait. Je passais beaucoup de temps à relire les documents que Maître Delorme m'avait remis. Il y avait là des actes, des clauses oubliées, des signatures anciennes, des termes juridiques qui confirmaient tous la même chose. La terre sur laquelle reposait la maison d'Arnaud appartenait toujours à ma famille. Le droit de jouissance avait été accordé en 1953 à un certain Monsieur Lavigne, arrière-grand-père d'Arnaud. Mais il ne s'agissait jamais d'une vente complète. C'était un bail amphithéotique, assorti d'une redevance annuelle. Cette redevance n'avait plus été payée depuis 22 ans. En d'autres termes, le terrain leur avait été retiré légalement sans qu'ils s'en rendent compte. Et Arnaud avait bâti dessus une maison valant des centaines de milliers d'euros sur une terre qui ne lui appartenait pas. Je relisais ces lignes comme on relit une lettre d'amour oubliée, avec une satisfaction mêlée d'ironie. Il n'y avait aucune vengeance dans mon cœur, seulement une justice tranquille qui attendait son heure. J'avais toujours cru que les choses finissent par s'équilibrer, que les arrogants trébuchent toujours sur leur propre orgueil. Il suffisait d'un peu de patience. Un soir, Madeleine vint me rendre visite avec une tarte aux pommes encore tiède. « Tu devrais venir au conseil municipal la semaine prochaine », dit-elle en posant le plat sur ma table. « Arnaud y sera. Il veut proposer un projet d'extension pour sa propriété. » Je levai un sourcil. « Une extension ? » ?»« Oui, un pavillon pour ses invités. Il en parle partout au village. Il a même évoqué la possibilité de faire passer une partie de ton terrain sous sa clôture. » Je souris. « Alors il est temps que j'y sois, effectivement. » La semaine suivante, je me rendis à la mairie pour la réunion. Arnaud était déjà là, entouré de quelques habitants influents. Il parlait fort, comme à son habitude, exposant ses plans avec des gestes larges et un ton assuré. Imaginez, un pavillon moderne pour accueillir nos amis de Paris. Cela donnera de la valeur à tout le quartier. Quand vint le moment des questions, je pris la parole. Tous les regards se tournèrent vers moi. « Arnaud, dis-je calmement, avez-vous vérifié les limites exactes de votre terrain avant d'envisager ces travaux ?» Il me regarda avec un sourire méprisant. « Émile, voyons, je connais parfaitement ma propriété. »« Êtes-vous sûr ?» insistai-je, mon regard planté dans le sien. « Savez-vous exactement ce que disent les registres cadastraux ?» Un murmure parcourut la salle. Arnaud fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin de consulter des papiers poussiéreux. J'ai acheté cette maison, donc le terrain est à moi. C'est aussi simple que cela. »« Aussi simple ?» répondis-je avec un demi-sourire. « Vous seriez surpris de savoir à quel point les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. » Je n'ajoutai rien d'autre. Je le laissai ruminer mes paroles, devinant que son orgueil ne lui permettrait pas d'aller vérifier quoi que ce soit. Et je sortis de la salle sans attendre la fin de la réunion. Derrière moi, j'entendais déjà les chuchotements des habitants intrigués. Les jours suivants, j'observais un changement subtil dans son comportement. Il était moins bruyant, moins moqueur. Peut-être avait-il perçu que mes paroles n'étaient pas des menaces en l'air. Pourtant, fidèle à lui-même, il ne tarda pas à reprendre ses vieilles habitudes. Un matin, alors que je sortais mes poubelles, il s'approcha, les mains dans les poches. « Vous savez, Émile,
Je ne comprends pas pourquoi vous restez accroché à ce petit bout de terrain, dit-il avec son ton condescendant. Vous pourriez avoir une belle somme si vous me le vendiez. Je ne suis pas intéressé. Tout le monde a un prix, pas moi. Il haussa les épaules et rit doucement. Comme vous voudrez. Mais rappelez-vous, Besmelich. Mot, ce terrain sera à moi un jour. Je ne répondis rien. Je savais que bientôt il comprendrait à quel point il se trompait. Quelques semaines plus tard, Maître Delorme m'appela. « Émile, j'ai terminé la mise à jour des documents. J'ai aussi contacté le cadastre. Tout est en ordre. »« Parfait, » répondis-je. « Il est temps de passer à l'étape suivante. Voulez-vous déposer une requête officielle ?» Je réfléchis un instant. « Pas encore. Je préfère lui laisser une dernière chance de comprendre par lui-même. »« Je vous connais bien, Émile. Vous voulez lui laisser assez de cordes pour qu'il se pende tout seul. » Je souris. « Exactement. » Quelques jours plus tard, une annonce apparut dans le journal local. Arnaud organisait une réception pour célébrer l'agrandissement futur de sa propriété. Il invitait tout le village, comme pour affirmer publiquement que son projet allait de l'avant. Lorsque Madeleine me montra l'article, elle était furieuse. « Il se moque de toi ?» Ouvertement, qu'il se moque. Plus il monte haut, plus la chute sera douloureuse. Je décidai d'assister à cette réception, non pas pour partager son champagne, mais pour observer. Le jour venu, je mis ma plus vieille veste, celle qu'il détestait, et je traversai la rue. Arnaud m'accueillit avec un faux sourire. « Émile, quelle surprise de vous voir ici. Vous êtes enfin prêt à vivre un peu de modernité? Disons que je suis curieux de voir à quoi ressemble votre avenir. » Il éclata de rire, puis s'éloigna pour accueillir d'autres invités. La soirée se déroula dans une ambiance mondaine. Les conversations portaient sur les voyages, les voitures, les vins rares. Je restais en retrait, écoutant, observant. Puis vint le moment où Arnaud monta sur une petite estrade improvisée pour prononcer un discours. « Mes amis, je suis heureux de partager avec vous ce grand projet. Dans quelques mois, cette propriété ne sera plus seulement une maison, mais un domaine digne de notre Belle-Bretagne. J'ai déjà contacté les architectes. Les plans sont prêts. » Il parlait de son projet, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Je levai les yeux vers le ciel étoilé et pensais à mon grand-père. Il m'avait toujours dit « Ne crie jamais victoire avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. » Arnaud n'avait manifestement jamais entendu ce conseil. En rentrant chez moi, cette nuit-là, j'avais pris ma décision. Assez de patience. Il était temps d'agir. Le lendemain, je pris rendez-vous avec Maître Delorme et signai les documents nécessaires pour déposer officiellement une réclamation sur la parcelle B42. Cela signifiait que la justice allait être saisie pour reconnaître la nullité de l'occupation actuelle du terrain. Une procédure longue, certes, mais implacable. Et dès l'instant où la requête serait déposée, Arnaud serait notifié. 3 semaines plus tard, il reçut une lettre recommandée. Je le vis ouvrir l'enveloppe devant sa boîte aux lettres. Son visage se figea, ses mains tremblèrent légèrement. Il regarda autour de lui, puis fixa ma maison d'un air noir. Je continuais d'arroser mes hortensias, comme si de rien n'était. Ce soir-là, il frappa violemment à ma porte. Je mis quelques secondes à ouvrir. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de terrain ?» cria-t-il en agitant la lettre sous mon nez. « Vous avez reçu la notification, je suppose, » répondis-je calmement. « C'est ridicule. Cette terre est à moi. J'ai payé cette maison une fortune. Vous avez acheté une maison, oui, mais pas la terre. » Il resta figé, comme si mes mots ne faisaient aucun sens. « C'est impossible. C'est une erreur. »« Non, Arnaud. C'est une réalité que votre famille a oubliée. Le droit de jouissance n'est pas la propriété. Vous avez construit sur une terre qui ne vous appartient pas. Je vais prendre un avocat. Je vais vous ruiner en justice. Faites donc. Je n'ai jamais eu peur de la vérité. » Il partit en claquant la porte si fort que les vitres tremblèrent. Je restai un moment immobile, écoutant ses pas furieux s'éloigner dans la nuit. Une étrange paix m'envahit. Ce n'était pas de la haine, ni même de la satisfaction. C'était simplement la certitude que la roue avait commencé à tourner. Les jours suivants furent tendus.
Arnaud évitait de me regarder, et Clémence, qui ne savait visiblement rien de toute cette affaire, me saluait toujours poliment, bien qu'avec une légère gêne dans la voix. Je savais qu'il n'avait pas encore tout raconté à sa femme. Il espérait sans doute que son avocat trouverait un moyen de tout arranger. Mais aucun avocat ne pouvait réécrire les faits. Un matin, alors que je me promenais près de la mer, je croisai maître Delorme qui revenait de la mairie. « Arnaud a tenté une médiation », m'annonça-t-il. « Il veut négocier. Je m'y attendais. Et que propose-t-il? D'acheter le terrain, bien sûr, mais à un prix bien inférieur à sa valeur réelle. » Je ris doucement. Évidemment, il croit encore qu'il a le pouvoir de dicter les conditions. Que voulez-vous faire? Je réfléchis quelques instants. Je veux qu'il comprenne que tout ce qu'il a construit sur ce sol repose sur une erreur, qu'il apprenne l'humilité. Je ne vendrai pas pour moins que la vraie valeur. Et s'il ne veut pas payer, il devra partir. Vous savez que cela peut lui coûter sa maison entière? Oui, et peut-être que c'est exactement ce dont il a besoin pour redescendre sur terre. La rumeur se répandit rapidement dans le village. Tout le monde savait désormais que quelque chose se tramait entre nous. Certains prenaient mon parti, d'autres le sien. Les conversations au café tournaient autour des mots « terrain »,« justice »,« arrogance ». Arnaud n'était plus l'homme intouchable qu'il prétendait être. On commençait à le regarder différemment, comme quelqu'un dont la fortune reposait sur du sable mouvant. Un soir, alors que je refermais mes volets, j'aperçus Arnaud seul sur sa terrasse, une bouteille de vin à moitié vide devant lui. Il avait l'air épuisé. Pendant un instant, j'eus presque de la compassion pour lui. Presque, car je me rappelais chaque humiliation, chaque moquerie, chaque mot destiné à me rabaisser. Et je sus que ce n'était pas encore terminé. La tempête approchait, et cette fois, elle ne serait pas de mon côté. Les semaines suivantes furent étranges, comme si une tension invisible s'était installée au-dessus de nos deux maisons. Arnaud ne parlait plus aussi fort dans la rue, il ne se vantait plus de ses projets grandioses au café du village. Il sortait moins, se montrait discret, et son sourire narquois avait disparu. Il faisait semblant d'ignorer ma présence, mais je sentais bien que son monde s'effritait petit à petit. Chaque fois que le facteur déposait une enveloppe officielle dans sa boîte aux lettres, il devenait livide. Il savait que la procédure suivait son cours, que l'affaire avançait, et que le sol sous ses pieds n'était plus aussi solide qu'il l'avait cru. Clémence, elle, semblait de plus en plus inquiète. Je la voyais parfois se promener seule dans le jardin, les bras croisés, le regard perdu vers ma maison. Un après-midi, alors que je taillais mes rosiers, elle s'approcha lentement, presque timidement. « Monsieur Duret, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle, d'une voix hésitante. « Bien sûr, Madame Belland, » répondis-je en posant mon sécateur. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis inspira profondément. « Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Arnaud refuse de m'expliquer. Il parle d'un malentendu, d'un vieux papier oublié, mais je sens qu'il y a plus que cela. Pouvez-vous me dire la vérité ?» Je la regardais dans les yeux, elle semblait sincère, presque bouleversée. « La vérité est simple, madame. Votre mari a acheté une maison sans vérifier la propriété du terrain sur lequel elle repose. Ce terrain appartient toujours à ma famille. Ce n'est pas possible. Nous avons payé une fortune pour cette maison. Je ne doute pas du prix que vous avez payé, mais le prix ne change pas la réalité juridique. » Elle pâlit. Ses mains tremblaient légèrement. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que le tribunal décidera si vous pouvez racheter ce terrain ou si vous devrez partir. » Elle resta immobile quelques instants, puis murmura. Je ne savais rien de tout cela. Arnaud ne m'a rien dit. Elle tourna les talons sans un mot de plus, et je la regardais s'éloigner, ses épaules affaissées comme si un poids immense venait de tomber sur elle. Je ressentis une étrange forme de pitié. Clémence n'était pas responsable de l'arrogance de son mari, et pourtant, elle allait en subir les conséquences. 2 jours plus tard, Arnaud frappa à ma porte sans prévenir. Il avait l'air fatigué, les traits tirés, les yeux rouges.
Il n'y avait plus de sourire narquois sur son visage. « Émile, il faut qu'on parle, » dit-il en essayant de maîtriser sa colère. « Je vous écoute. Je veux trouver une solution à l'amiable. Tout cela est ridicule. Vous et moi pouvons nous entendre sans impliquer les tribunaux. C'est vous qui avez ignoré les faits. Moi, je n'ai fait que rappeler la loi. Je suis prêt à acheter le terrain, mais je ne paierai pas une somme exagérée. La valeur sera fixée par un expert, pas par vous, Arnaud. » Il serra les poings. « Vous faites cela pour me ruiner. Non, c'est votre orgueil qui vous ruine. » Il resta silencieux, le regard sombre, puis partit sans un mot de plus. Je savais que la peur commençait à le gagner. Il avait construit toute son image sur l'idée qu'il était riche, puissant, intouchable. Et voilà que tout pouvait s'effondrer à cause d'un simple document oublié. Quelques jours plus tard, un huissier vint lui remettre officiellement la convocation au tribunal. L'audience aurait lieu dans 2 mois, à Rennes. La nouvelle fit le tour du village en moins de 24 heures. Au café, les conversations s'enflammaient. Certains disaient que j'avais raison, d'autres affirmaient que j'allais trop loin. Mais ce qui me frappa le plus, c'est que même ceux qui défendaient Arnaud parlaient désormais de lui avec moins d'admiration. Son aura d'homme invincible avait disparu. La pression semblait peser sur son mariage aussi. Une nuit, alors que je lisais près de ma fenêtre ouverte, j'entendis des éclats de voix venant de leur maison. Clémence criait qu'il lui avait menti, qu'il avait mis tout leur avenir en péril. Lui répliquait qu'il réglerait tout, qu'elle ne comprenait rien aux affaires. Puis un silence lourd suivit, et je vis Clémence sortir précipitamment, les yeux embués de larmes, pour aller chez une amie dans le village. Ce soir-là, pour la première fois, Arnaud était seul. Les jours passèrent, et plus la date de l'audience approchait, plus il semblait changer. Il ne portait plus ses chemises impeccables, ne paradait plus dans sa voiture de luxe. Il marchait la tête basse, fuyait les regards, évitait même de croiser le mien. J'avais presque du mal à croire qu'il s'agissait du même homme qui, quelques mois plus tôt, se vantait que je ne pouvais pas payer mon loyer. Un matin, alors que je partais au marché, il m'attendait devant ma porte. Il avait dans les mains une enveloppe qu'il me tendit. « C'est une offre, » dit-il simplement. « Une offre sérieuse. Je veux acheter votre terrain. » Je pris l'enveloppe et la lus sur place. Le montant qu'il proposait était très inférieur à la valeur réelle. Vous savez que ce n'est pas acceptable. C'est tout ce que je peux payer. Si je donne plus, je perds tout. Alors vous avez une décision à prendre, Arnaud. Ce terrain n'est pas à vendre au rabais. Il ferma les yeux, soupira, puis murmura presque pour lui-même. Je n'aurais jamais dû vous sous-estimer. Il s'éloigna sans attendre de réponse. Ce fut la première fois que je l'entendis prononcer des mots d'humilité. Peut-être que le message commençait enfin à passer. La veille de l'audience, je reçus un appel de Maître Delorme. « Arnaud a tenté de déposer un recours de dernière minute », m'annonça-t-il. « Il prétend que la clause de réversion est invalide après tant d'années. Il tente de gagner du temps. » « Exactement. Mais il n'a aucune chance. Les documents sont solides. » Je raccrochai en silence. Je savais que le lendemain allait être décisif. Non seulement pour moi, mais aussi pour lui. Car peu importait la décision finale, quelque chose s'était déjà brisé dans sa vie. L'illusion qu'il contrôlait tout. La nuit fut longue. Je dormis peu, relisant une fois encore les papiers que mon grand-père avait conservés avec soin. Chaque ligne, chaque signature portait le poids d'une histoire familiale que j'avais juré de ne jamais trahir. Ce terrain n'était pas seulement un bout de terre, c'était le symbole de notre passé, de notre labeur, de notre dignité. Et je n'avais jamais eu l'intention de le vendre à un homme qui le méprisait. Le matin de l'audience, je me levai tôt, mis mon vieux manteau gris et pris le train pour Rennes. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. Arnaud était déjà là, accompagné de son avocat, un homme aux cheveux gominés qui essayait d'afficher un air confiant. Clémence n'était pas venue. Elle ne voulait probablement pas assister à ce qui allait se jouer. Lorsque l'audience commença, les avocats exposèrent leurs arguments. Celui
Darnaud parla longuement de bonne foi, de usage continu, de situation acquise. Il tenta de faire valoir que l'absence de paiement pendant des décennies avait annulé la clause. Mais le juge l'interrompit rapidement. « Maître, la clause est claire. Elle stipule que le non-paiement entraîne automatiquement la réversion de la propriété. Vous ne pouvez pas changer cela. » Puis ce fut au tour de mon avocat. Il expliqua calmement l'histoire du terrain, la nature du contrat, les paiements interrompus et mon droit légitime à la parcelle. Il présenta les preuves, une à une, irréfutables. Arnaud, assis à côté, transpirait abondamment. Il triturait nerveusement ses doigts, son regard fuyant. Je le regardais et, pour la première fois, je ne vis plus un homme arrogant, mais un homme terrifié par les conséquences de ses actes. Le juge annonça qu'il rendrait sa décision dans 2 semaines. L'audience était levée. Arnaud sortit sans un mot. Sur le parvis du tribunal, il s'arrêta soudainement et se tourna vers moi. « Vous avez gagné », dit-il d'une voix brisée. « Même si le juge ne se prononce pas encore, je sais que vous avez gagné. Je n'ai jamais voulu votre ruine, Arnaud. J'ai seulement voulu que vous me respectiez. Et maintenant, je n'ai plus rien. Vous avez encore votre maison, pour l'instant. » Il détourna les yeux et s'éloigna, le dos courbé, comme si un poids immense l'écrasait. Je le regardais disparaître dans la foule, et un mélange étrange de tristesse et de satisfaction monta en moi. La justice n'est jamais douce, elle ne venge pas, elle rétablit l'équilibre, et cet équilibre, je sentais qu'il se rapprochait. En rentrant à Kermer ce soir-là, je me suis arrêté un instant devant ma maison. Le vent de l'Atlantique soufflait doucement sur les volets verts, les mêmes qui avaient été peints par mon grand-père il y a plus de 60 ans. Je posai ma main sur la pierre froide et murmurai « Elle t'appartient encore, grand-père, et elle t'appartiendra toujours. » La bataille n'était pas terminée, mais la victoire, elle, avait déjà commencé à prendre forme dans le silence. Les 2 semaines qui suivirent l'audience furent les plus longues de toute ma vie. Chaque jour semblait durer un mois entier. Je sentais le poids de l'attente jusque dans mes os, même si je savais que la loi était de mon côté. Le village tout entier était suspendu à ce verdict. Certains évitaient d'en parler, d'autres spéculaient à voix basse au café. Les plus curieux s'arrêtaient même devant ma maison pour tenter d'arracher quelques informations. Je ne disais rien. Je passais mes journées dans mon jardin à tailler les haies, à réparer les volets, comme si rien d'important ne se préparait. Mais au fond de moi, je savais que le jour où la vérité éclaterait, plus rien ne serait comme avant. Arnaud, lui, n'était plus que l'ombre de lui-même. Je ne le voyais presque plus dehors. Les rares fois où je l'apercevais, il marchait vite, la tête baissée, comme pour fuir les regards. Il avait cessé de saluer les voisins. Son arrogance s'était évaporée, remplacée par une inquiétude silencieuse. Clémence n'était plus là. D'après Madeleine, elle était partie vivre chez sa sœur à Quimper, incapable de supporter la honte publique et les tensions dans leur couple. On racontait qu'ils se disputaient violemment tous les soirs. Leurs éclats de voix avaient cessé du jour au lendemain, remplacés par un silence pesant. Un matin, alors que je revenais du marché avec un panier de légumes, j'aperçus Arnaud assis sur les marches de sa terrasse, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Il leva les yeux en entendant mes pas. « Vous devez être heureux » lança-t-il d'une voix rauque. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. De ma chute, de mon humiliation. Vous l'avez voulu et vous l'aurez. » Je m'arrêtai à quelques mètres de lui. « Vous vous trompez, Arnaud. Je n'ai jamais cherché votre chute. J'ai seulement voulu protéger ce qui m'appartient. Vous avez creusé votre propre tombe avec votre orgueil. » Il secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai essayé de devenir, tout cela va s'effondrer à cause d'un détail. Ce n'est pas un détail, c'est la base de tout. Vous avez bâti votre maison sur un mensonge que vous n'avez jamais cherché à vérifier. » Il resta silencieux, puis il murmura, presque pour lui-même. « J'aurais dû écouter Clémence. Elle m'avait dit de me renseigner avant d'acheter.
Je le laissai à ses regrets et poursuivis mon chemin. Il n'y avait plus rien à ajouter. La leçon, il était en train de l'apprendre seul. Quelques jours plus tard, une enveloppe officielle arriva dans nos boîtes aux lettres. Je l'ouvris lentement, les mains légèrement tremblantes. Le verdict était tombé. Le tribunal confirmait ce que nous savions déjà. La parcelle B42 appartenait légalement à ma famille. La maison des Belles-Lampes était donc construite sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Ils avaient désormais deux options. Acheter le terrain à sa juste valeur, une somme bien supérieure à ce qu'Arnaud avait proposé, ou quitter les lieux dans un délai de 90 jours. Je m'assis dans mon fauteuil, relisant chaque mot plusieurs fois. C'était une victoire silencieuse, presque austère. Il n'y eut pas de cri, pas de triomphe, seulement un souffle long et profond, comme si un poids de plusieurs décennies venait de se lever de mes épaules. Le soir, même, Arnaud frappa à ma porte. Il avait le visage blême, les yeux cernés. « Je n'ai pas cet argent », dit-il d'une voix cassée. « Même si je vends la maison, cela ne suffira pas. Vous auriez dû y penser avant. Je vous en supplie, il doit y avoir un autre moyen. Je ne peux pas perdre tout ce que j'ai. Vous ne perdez rien. Vous payez simplement ce qui ne vous appartenait pas. » Il resta planté là, silencieux, puis se laissa tomber sur la chaise du perron sans attendre d'invitation. Ses épaules tremblaient légèrement. « J'ai tout fait pour fuir mon passé, » murmura-t-il. « J'ai grandi dans un quartier où personne ne croyait en moi. Je voulais prouver que j'étais quelqu'un, que je pouvais réussir. Et voilà que je suis redevenu ce gamin impuissant, incapable de tout garder. » Je le regardai un long moment. Derrière l'homme orgueilleux et vaniteux se cachait un être blessé, rongé par la peur de l'échec. Je pris une inspiration profonde. « Je ne suis pas un monstre, Arnaud. Je ne cherche pas à vous détruire. Alors aidez-moi, » dit-il en relevant les yeux vers moi. « Je peux envisager une solution différente. Vous pourriez rester en payant une redevance annuelle pour l'usage de ce terrain. »« Un loyer » demanda-t-il abasourdi. « Oui, un loyer, celui que vous vous moquiez que je ne pouvais pas payer. » Un silence lourd tomba entre nous. Je voyais dans ses yeux la douleur de l'humiliation, mais aussi le soulagement d'entrevoir une issue. Il se leva lentement. « Si c'est la seule solution, alors je paierai. » Il partit sans un mot de plus. Ce soir-là, je restai longtemps assis sur mon perron, regardant la lumière s'éteindre une à une dans sa maison. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Et cette justice avait une saveur amère, même pour celui qui la reçoit. Les jours suivants, l'atmosphère du village changea radicalement. La nouvelle du jugement s'était répandue comme une traînée de poudre. Certains félicitèrent mon courage, d'autres chuchotaient que j'avais été trop dur. Mais ce qui m'étonna le plus, ce fut la façon dont Arnaud changea. Il ne paradait plus dans les rues. Il saluait ses voisins avec humilité. Il m'adressa même un bonjour un matin, sans sarcasme ni ironie. Peut-être avait-il compris que la dignité ne se mesure pas à la taille d'une maison ou à la marque d'une voiture, mais à la façon dont on se relève après avoir chuté. Un après-midi, je reçus la visite de Clémence. Elle voulait récupérer quelques affaires. Avant de partir, elle s'arrêta devant ma porte. « Je voulais vous dire merci, » dit-elle doucement. « Merci ?» répétai-je, surpris. « Oui, parce que grâce à tout cela, Arnaud commence enfin à ouvrir les yeux. Il ne parle plus de fortune ni de prestige. Il parle de réparer ses erreurs. Il veut même vendre certaines parts de son entreprise pour payer ce qu'il doit. Je crois qu'il a changé. » Je hochai la tête, sans savoir quoi répondre. Elle me sourit tristement et s'éloigna. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que cette humiliation publique était la seule chose capable de transformer Arnaud. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur Kermeur, je m'assis sur mon banc en bois face au jardin. Le vent doux transportait l'odeur des fleurs, et tout semblait paisible. J'entendis des pas s'approcher derrière la haie. C'était Arnaud. Il tenait une enveloppe dans la main. « Voici le premier paiement de la redevance. » dit-il simplement en me l'attendant. « Merci. Je voulais aussi vous dire, je suis désolé.
Pour tout. Pour mes mots, pour mon arrogance, pour ma stupidité. Je le regardais longuement. Il n'y avait plus trace de mépris dans ses yeux, seulement de la sincérité. « Ce n'est pas moi que vous devez vraiment à pardonner, » répondis-je. « C'est à vous-même. » Il acquiesça lentement et repartit. Cette nuit-là, je ressentis une paix que je n'avais plus connue depuis des années. L'équilibre avait été rétabli, pas par la haine, mais par la vérité et la patience. Ce que je n'avais pas prévu cependant, c'est que cette histoire allait résonner bien au-delà de notre petite rue. Quelques semaines plus tard, un journaliste local frappa à ma porte. Il voulait écrire un article sur l'homme qui avait fait payer son voisin pour vivre sur sa propre terre. L'histoire fit le tour de la région, puis des journaux nationaux. Je devins malgré moi une sorte de symbole de la justice silencieuse. Arnaud lut l'article. Il ne protesta pas. Il ne chercha pas à me discréditer. Au contraire, il m'écrivit une lettre manuscrite, la première qu'il m'ait jamais adressée. Elle se terminait ainsi. « Vous m'avez appris quelque chose que l'argent n'aurait jamais pu m'enseigner, l'humilité. Et pour cela, je vous suis reconnaissant. » Je rangeai la lettre dans un tiroir, à côté de l'acte de propriété de mon grand-père. 2 morceaux de papier qui, à leur manière, racontaient la même histoire, celle d'une dignité qui ne se laisse jamais piétiner. Et tandis que l'été s'achevait et que les feuilles commençaient à tomber, je regardais ma petite maison en pierre, toujours debout, toujours solide. Elle avait vu passer des générations, des tempêtes et des querelles. Et elle était encore là, comme pour me rappeler que certaines choses n'appartiennent pas à ceux qui les achètent, mais à ceux qui les portent dans leur cœur. L'histoire n'était pas tout à fait terminée. Il restait une dernière étape, une conclusion que ni Arnaud ni moi n'avions encore imaginée. Mais une chose était sûre, rien ne serait jamais plus comme avant. L'automne arriva doucement à Kermeur, enveloppant le village d'une lumière dorée et d'un parfum de feuilles humides. L'affaire qui avait secoué tout le quartier semblait désormais appartenir au passé. Le jugement était derrière nous, les nouvelles règles étaient claires, et chacun avait repris le cours de sa vie. Mais malgré cette apparente tranquillité, quelque chose avait profondément changé entre Arnaud et moi. Ce n'était plus l'hostilité froide d'avant, ni même l'indifférence polie d'autrefois. C'était quelque chose d'autre, difficile à nommer, un mélange étrange de respect silencieux et de cicatrices partagées. Arnaud continuait à payer sa redevance chaque trimestre, sans retard ni discussion. Il le faisait avec sérieux, presque avec une forme de fierté blessée. Je voyais bien que cela lui coûtait de devoir verser de l'argent pour un terrain qu'il croyait sien, mais il ne s'était jamais plaint. Il n'y avait plus de moqueries, plus de remarques venimeuses. Il saluait ses voisins avec courtoisie, participait aux réunions communales avec modestie. Même les anciens du village, qui l'avaient longtemps méprisé, avaient commencé à le regarder différemment. Un soir d'octobre, alors que je rentrais d'une promenade, je le vis devant sa maison, occupé à planter de jeunes arbres dans son jardin. C'était la première fois que je le voyais jardiner de ses mains. Il leva la tête et m'adressa un signe timide. « Vous aimez les érables, Émile » demanda-t-il. « J'en ai toujours eu un faible, oui. Leur couleur à l'automne est splendide. J'en plante pour Clémence. Elle aime s'asseoir dehors quand les feuilles deviennent rouges. » Je m'arrêtai, surpris par la douceur de sa voix. Il ajouta après un silence, « Elle revient dans 2 semaines. Nous essayons de recoller les morceaux. » Je hochai simplement la tête. « C'est une bonne chose. Je veux lui montrer que j'ai changé, que je ne suis plus l'homme arrogant qu'elle a épousé. » Il avait dit cela avec une sincérité désarmante. Pendant un bref instant, j'eus presque l'impression que l'histoire de la parcelle avait été nécessaire, non pour moi, mais pour lui, comme si cette épreuve avait brisé quelque chose en lui pour laisser place à quelqu'un de meilleur. Les semaines suivantes confirmèrent ce changement. Arnaud s'impliqua dans des projets communautaires. Il aida à réparer le toit de l'église, participa à la collecte de fonds pour l'école du village. On le voyait discuter avec les anciens,
écouter leurs histoires au lieu de les interrompre. Il m'arrivait même de le croiser au marché, portant lui-même ses sacs, sans chauffeur ni air de supériorité. Les gens disaient que l'affaire du terrain avait transformé l'homme. Ils avaient raison. Un matin de novembre, alors que je buvais mon café sur le perron, Arnaud vint frapper à ma porte. Il tenait une enveloppe dans ses mains. « Je voulais vous remettre ça en personne, » dit-il. « Une autre redevance ? » ?»« Non, c'est une lettre. » Je l'ouvris et lus attentivement. C'était un projet de contrat. Arnaud souhaitait acheter officiellement la parcelle. Pas à bas prix, pas avec des conditions avantageuses. Au contraire, il proposait un montant juste, fixé par un expert indépendant et assorti d'une clause reconnaissant publiquement que le terrain avait toujours appartenu à ma famille. Je levai les yeux vers lui. « Vous êtes sûr de cela ? » ?»« Oui, je veux que ce chapitre soit clos proprement. Je veux que ma maison soit bâtie sur quelque chose d'honnête. Je ne veux plus de demi-mesures, plus de secrets. » Je restai silencieux un moment. Ce qu'il proposait n'était pas seulement une transaction financière, c'était une forme de rédemption. Et en lisant ces lignes, je compris que cette histoire avait accompli quelque chose que je n'avais jamais imaginé au départ. Elle avait changé un homme en profondeur. « D'accord, » dis-je enfin. « Si c'est vraiment ce que vous voulez, faisons-le. » Les démarches prirent plusieurs semaines, mais à la fin du mois, tout fut signé. Le terrain devint officiellement la propriété d'Arnaud, mais cette fois sans ambiguïté, sans faille juridique. J'avais reçu une somme confortable, bien au-delà de ce que j'aurais espéré. Pourtant, l'argent n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était la manière dont les choses s'étaient terminées. Avec vérité, dignité et reconnaissance. Le jour où nous signâmes les documents chez Maître Delorme, Arnaud se tourna vers moi et me dit « Vous savez, Émile, ce terrain m'a appris plus que tous les diplômes ou toutes les affaires que j'ai menées. Il m'a appris que rien n'appartient vraiment à celui qui méprise les autres et que l'humilité vaut plus cher que n'importe quelle maison. » Je ne répondis rien. Je lui serrai simplement la main. Ce geste, autrefois impensable, avait désormais un poids immense. Quelques jours plus tard, Clémence revint s'installer chez eux. Je les vis, un matin, prendre le petit déjeuner sur la terrasse, comme si rien ne s'était jamais passé. Ils riaient doucement, parlaient de leurs projets, et pour la première fois, je ressentis une paix sincère en les voyant. Il n'y avait plus de rancune, plus de colère, juste deux voisins qui avaient traversé une tempête et qui, d'une manière étrange, en étaient un sorti meilleur. Un dimanche matin, Arnaud vint me voir avec une bouteille de vin. « C'est pour vous remercier, » dit-il. « Pas seulement pour votre patience, mais pour m'avoir obligé à ouvrir les yeux. Je n'ai rien fait d'autre que défendre ce qui m'appartient. Justement, et vous l'avez fait sans haine. Je ne l'oublierai jamais. » Nous avons partagé ce vin sur mon perron, parlant de tout et de rien. C'était étrange d'entendre sa voix sans la moindre trace de mépris. Il parla de ses erreurs, de ses regrets, mais aussi de ses rêves. Et moi, je lui parlais de mon passé, de Sophie, de ma vie d'ingénieur à Paris. Il écouta, attentif, sans interrompre. Deux hommes qui, quelques mois plus tôt, ne pouvaient pas se supporter, partageaient désormais un moment de paix sincère. L'hiver arriva, et avec lui, le calme. Le vent froid soufflait sur les toits de Kermeur, emportant avec lui les derniers souvenirs d'un conflit qui avait failli nous détruire. Et pourtant, ce conflit avait donné naissance à quelque chose de nouveau, une compréhension mutuelle, une forme d'amitié inattendue. Arnaud ne serait jamais mon ami intime, mais il était devenu un voisin digne de respect. Un matin de décembre, alors que la neige tombait légèrement sur les jardins, je sortis sur mon perron et regardai sa maison. Je repensais à tout ce qui s'était passé. Les humiliations, la colère, la vérité révélée, la justice rendue. Tout cela me semblait lointain, presque irréel. Et pourtant, chaque instant avait été nécessaire pour en arriver là. Je posai ma main sur la rambarde en bois et murmurai « La dignité ne se vend pas, elle se garde,
même quand tout le monde la piétine. Arnaud sortit à ce moment-là pour ramasser le journal. Il leva les yeux et me salua de la main. « Bonjour, Émile » lança-t-il avec un sourire sincère. « Bonjour, Arnaud » Nos regards se croisèrent et sans un mot, nous comprîmes tous les deux que l'histoire était terminée. Pas avec vengeance, pas avec haine, mais avec une vérité simple. Il avait appris la valeur de ce qu'il possédait et moi, j'avais retrouvé la paix que j'avais failli perdre. Kermer reprit son rythme tranquille, comme si rien n'avait jamais troublé ces ruelles pavées. Mais moi, je savais que quelque chose avait changé pour toujours. Ce petit morceau de terre que mon grand-père m'avait laissé n'était plus seulement un héritage. C'était devenu le théâtre d'une leçon profonde sur l'orgueil, l'humilité, la justice et le pardon. Et chaque fois que je passais devant la maison d'Arnaud, désormais debout sur un terrain qu'il respectait enfin, je ne voyais plus un voisin arrogant. Je voyais un homme qui avait trébuché, s'était relevé et avait compris que la véritable richesse ne se mesure pas en mètres carrés, mais en ce qu'on apprend en tombant. Lorsque nous arrivons à la fin de cette histoire bouleversante entre André et Marc, il est impossible de ne pas s'arrêter un instant pour réfléchir profondément à tout ce qu'elle nous enseigne. Car au-delà d'un simple conflit de voisinage, au-delà d'une querelle de terrain et d'arrogance blessée, ce récit parle de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus humain. Il parle de fierté et d'humilité, de justice silencieuse et de transformation intérieure, de la façon dont la vérité finit toujours par se frayer un chemin, même lorsque tout semble perdu. Et surtout, il nous rappelle que chaque vie, même celles qui paraissent banales et sans éclat, peut devenir le théâtre d'une rédemption extraordinaire. André Sec. Homme simple que beaucoup voyaient comme un vieillard sans importance, portait en lui la mémoire et la dignité d'une histoire familiale. Il n'a jamais levé la voix, il n'a jamais cherché la vengeance, il n'a jamais voulu humilier Marc malgré les humiliations qu'il a subies. Il a simplement laissé la vérité parler. Il a choisi la patience plutôt que la colère, la dignité plutôt que la haine. Et c'est précisément cette attitude qui a conduit à un renversement si profond, transformant non seulement la situation juridique, mais surtout le cœur de celui qui l'avait méprisé. Et Marc, que dire de Marc? Il incarne ce que tant d'entre nous avons été ou pourrions devenir, orgueilleux, sûrs de nous-mêmes, convaincus que notre valeur dépend de ce que nous possédons ou de la façon dont les autres nous perçoivent. Il s'est moqué, il a rabaissé, il a méprisé, persuadé que l'argent et les apparences lui donnaient un droit sur tout et sur tous. Mais la vérité l'a rattrapé, comme elle finit toujours par le faire. Et cette vérité dure et douloureuse a brisé son orgueil. Elle l'a dépouillé de ses certitudes, de son arrogance, de ses illusions. Elle l'a conduit à regarder en face l'homme qu'il était vraiment. Et c'est précisément dans cette chute qu'a commencé sa transformation. Car il faut souvent tomber pour apprendre à se relever. Il faut parfois perdre pour comprendre ce qui a vraiment de la valeur. Marc a perdu sa fierté. Il a perdu l'illusion de sa toute-puissance. Mais en échange, il a trouvé quelque chose de bien plus précieux, l'humilité. Et avec elle, la possibilité de reconstruire, d'aimer mieux, de vivre différemment. Chers amis qui nous écoutez, n'est-ce pas là une leçon pour chacun de nous? Combien de fois avons-nous jugé les autres sur ce que nous voyons de l'extérieur? Combien de fois avons-nous méprisé ceux qui ne possèdent pas ce que nous possédons, ceux qui ne parlent pas comme nous, qui ne s'habillent pas comme nous, qui vivent autrement? Combien de fois avons-nous cru que nous étions supérieurs, que notre valeur venait de nos maisons, de nos comptes bancaires, de nos titres ou de nos réussites? Et pourtant, la vie se charge toujours de nous rappeler que ces choses sont fragiles. Elles peuvent disparaître en un instant. Elles ne disent rien de ce que nous sommes vraiment. La vraie valeur d'une personne se trouve dans ce qui ne peut pas s'acheter. La dignité, la bonté, la vérité, la capacité de pardonner, de se relever, d'aimer. Et puis, il y a un autre enseignement, peut-être le plus profond de tous.
celui du pardon et de la seconde chance. André aurait pu écraser Marc, il aurait pu le ruiner financièrement, le forcer à quitter la maison, se venger de toutes les humiliations subies. Il en avait le pouvoir. Et pourtant, il a choisi une autre voie. Il a choisi de lui donner une chance. Il lui a permis de rester, de payer une redevance, de reconstruire sa vie. Il lui a laissé le temps d'apprendre. C'est ce geste, plus encore que la décision du tribunal qui a changé Marc. Car rien ne transforme plus profondément un être humain que la grâce là où il attendait la condamnation. Rien n'enseigne mieux que la main tendue à celui qui s'attendait à un coup de poing. Je veux maintenant vous poser une question, à vous qui écoutez cette histoire. Que feriez-vous à la place d'André? Seriez-vous capable d'agir avec la même patience, la même dignité, la même absence de haine? Ou laisseriez-vous la colère et l'orgueil guider vos choix? Et si vous étiez à la place de Marc, seriez-vous prêt à reconnaître vos erreurs, à demander pardon, à changer vraiment? Ce sont des questions que chacun de nous devrait se poser, car elles ne concernent pas seulement cette histoire, elles nous concernent tous, dans nos familles, nos relations, nos amitiés, nos lieux de travail. Combien de fois avons-nous besoin d'apprendre ces mêmes leçons? Combien de fois avons-nous besoin d'humilité pour admettre que nous avons eu tort? Combien de fois avons-nous besoin de grâce pour recommencer? Et c'est précisément là que cette histoire rejoint quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus profond. Car cette dynamique, l'orgueil qui tombe, la vérité qui libère, la grâce qui transforme, ce n'est pas seulement l'histoire d'André et de Marc, c'est l'histoire de l'humanité tout entière. C'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est l'histoire de chacun de nous face à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset, peut-être le plus connu de toute l'Écriture, résume à lui seul toute la profondeur de l'amour divin. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer. Il ne nous a pas aimés parce que nous le méritions. Il nous a aimés malgré nos fautes, malgré notre orgueil, malgré nos erreurs. Et il a prouvé cet amour en donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus-Christ, venu sur cette terre pour mourir à notre place et nous offrir le pardon. Réfléchissez un instant à cela. Comme Marc, nous avons construit nos vies sur des illusions. Nous avons cru que nous pouvions tout contrôler, que nous pouvions tout posséder, que nous pouvions vivre sans Dieu. Nous avons méprisé, jugé, blessé. Nous avons menti, trompé, oublié le bien pour poursuivre ce qui ne dure pas. Et pourtant, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il aurait pu nous juger immédiatement, nous condamner pour nos fautes. Mais il a choisi une autre voie. Il a choisi la grâce. Il a choisi de nous tendre la main, comme André l'a fait avec Marc. Il a choisi de nous offrir une seconde chance. Cette seconde chance s'appelle Jésus. Il est venu non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Non pas pour nous rappeler sans cesse nos fautes, mais pour les effacer. Non pas pour nous accabler de notre passé, mais pour nous offrir un avenir. Et tout ce qu'il demande, c'est que nous croyions en lui, que nous acceptions son amour, que nous recevions ce don incroyable qu'est le salut. Peut-être que vous vous dites, « Moi, Dieu ne pourrait pas m'aimer. J'ai trop fait de mal. J'ai trop de choses à me reprocher. » Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu connaît tout de vous. Il connaît vos fautes, vos regrets, vos blessures. Et malgré cela, il vous aime. Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire qu'il vous aime, vous. Personnellement, profondément, infiniment. Et son amour ne dépend pas de ce que vous avez fait ou de ce que vous ferez. Il dépend uniquement de ce qu'il est. Et Dieu est amour. Marc pensait que tout était perdu. Il voyait sa maison s'effondrer, sa réputation détruite, son mariage brisé. Il croyait que rien ne pourrait être réparé. Mais il avait tort, parce que la vérité, même douloureuse, ouvre toujours la porte à un nouveau départ. Et ce nouveau départ est possible pour chacun de nous. Peu importe votre passé,
peu importe vos erreurs, peu importe combien de fois vous êtes tombé. Jésus peut tout effacer, il peut tout recommencer, il peut transformer votre cœur, guérir vos blessures, restaurer vos relations, donner un sens nouveau à votre vie. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir profondément à ce message. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez cette histoire jusqu'au bout. Peut-être que Dieu essaie de vous parler à travers elle. Peut-être qu'il veut vous montrer qu'il y a une vérité que vous avez ignorée, une grâce que vous avez rejetée, un amour que vous n'avez pas encore accueilli. Peut-être que, comme Marc, il est temps pour vous d'admettre que vous ne contrôlez pas tout, que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de Dieu. Et si aujourd'hui vous sentez ce désir dans votre cœur, si vous sentez que quelque chose en vous veut dire oui à cet amour, alors ne repoussez pas ce moment. Là maintenant, là où vous êtes, vous pouvez faire la prière la plus importante de votre vie. Elle n'a pas besoin d'être compliquée. Elle peut être aussi simple que cela. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai péché, que j'ai essayé de vivre ma vie loin de toi. Mais aujourd'hui, je veux changer. Je crois que tu es mort pour moi, que tu as donné ta vie pour effacer mes fautes. Je t'ouvre mon cœur. Deviens mon sauveur, mon Seigneur, mon guide. Transforme ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Vous avez prononcé ces paroles avec sincérité. Sachez que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu vous a entendu. Il vous a pardonné. Il vous a accueilli comme son enfant. Et rien, absolument rien ne pourra jamais vous séparer de son amour. Et maintenant, j'aimerais aussi vous parler directement, vous qui suivez cette chaîne. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous des réflexions profondes, si elle vous a rappelé quelque chose de votre propre vie, alors je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Cliquez sur « J'aime » sous cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer ce travail, à partager d'autres histoires porteuses de sens et de vérité. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que chaque semaine, nous publions des histoires comme celle-ci. Des récits qui font réfléchir, qui émeuvent, qui inspirent, mais aussi qui révèlent des vérités spirituelles profondes. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de ces histoires. Vous ferez partie d'une communauté qui cherche plus que du divertissement, une communauté qui cherche du sens. Et j'aimerais vous poser une question. Quelle leçon retenez-vous de cette histoire? Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le parcours d'André et de Marc? Est-ce la patience tranquille d'André? Est-ce la chute et la transformation de Marc? Est-ce le pardon qui triomphe sur l'orgueil? Dites-le nous dans les commentaires. Vos réflexions sont précieuses. Elles enrichissent la discussion. Elles permettent à d'autres de voir cette histoire sous un autre angle. Et parfois, elles encouragent ceux qui traversent des situations similaires. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans Marc. Peut-être avez-vous blessé quelqu'un par arrogance, par fierté, par insensibilité. Peut-être avez-vous besoin de demander pardon. Faites-le. Il n'est jamais trop tard. Peut-être que d'autres se reconnaissent dans André. Peut-être avez-vous été méprisé, humilié, rabaissé. Ne laissez pas la haine vous empoisonner. La dignité, la vérité et la patience sont vos plus grandes armes. Et souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous restez silencieux que vous êtes faible. Parfois, le silence est la forme la plus puissante de force. Et pour tous, souvenez-vous que ce que nous voyons ici-bas n'est qu'un reflet d'une vérité plus grande, celle d'un Dieu qui nous aime, qui nous tend la main même quand nous ne la méritons pas, qui nous donne une seconde chance même quand nous avons tout gâché. Le message de Jean 3,16 n'est pas seulement une belle phrase que l'on lit dans une Bible, c'est une réalité vivante. C'est le cœur même de Dieu qui bat pour vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Remarquez bien, il a donné. L'amour véritable donne. Il ne garde pas pour lui, il ne mesure pas, il ne marchande pas, il donne. Et ce don, c'est Jésus. Jésus est venu sur cette terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il a porté sur lui nos fautes,
nos hontes, nos blessures. Il a traversé la souffrance et la mort pour que nous puissions vivre. Et il est ressuscité, prouvant que rien, pas même la mort, ne peut triompher de son amour. Cet amour est là aujourd'hui, offert à chacun d'entre vous. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas besoin d'être assez bien pour le mériter. Vous devez seulement l'accepter. Si cette histoire vous a ému, si elle a réveillé quelque chose en vous, ne laissez pas ce moment s'éteindre. Tournez-vous vers Dieu, parlez-lui, ouvrez-lui votre cœur et laissez son amour vous transformer comme il a transformé Marc, comme il a transformé des millions de vies à travers les siècles. Vous découvrirez que, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous avez perdu, il existe une espérance plus grande, une paix plus profonde, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Avant de terminer, j'aimerais prier pour vous. Vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes et simplement écouter. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui écoute cette histoire. Tu connais leur vie, leurs combats, leurs blessures. Tu sais ce qu'ils portent en eux, ce qu'ils regrettent, ce qu'ils espèrent. Je te demande de les toucher là où ils en ont le plus besoin. Pour ceux qui se sentent perdus, donne une direction. Pour ceux qui se sentent coupables, offre ton pardon. Pour ceux qui sont brisés, apporte ta guérison. Et pour ceux qui doutent de ton amour, révèle-leur à quel point ils sont précieux à tes yeux. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa croix, pour sa résurrection. Merci parce que, grâce à lui, nous avons la vie éternelle. Amen. Voilà mes amis. Cette histoire d'André et de Marc touche à sa fin, mais son message, lui, continue. Il vit dans chacun de nous, dans chaque choix que nous faisons, dans chaque pardon que nous accordons, dans chaque main que nous tendons. Ne laissez pas ces paroles s'effacer de votre esprit. Réfléchissez-y, parlez-en autour de vous. Partagez cette vidéo si elle vous a touché, car peut-être qu'elle touchera aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires. Ensemble, continuons à apprendre, à grandir, à nous rapprocher de cette vérité qui seule peut nous rendre libres. Car au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'un terrain disputé ou d'une arrogance punie. C'est une parabole moderne sur la vie, sur nos erreurs et nos réconciliations, sur nos chutes et nos renaissances. Et elle nous rappelle que peu importe combien de fois nous tombons, il existe toujours une main prête à nous relever. Cette main, c'est celle de Dieu. Elle est tendue vers vous aujourd'hui. Saisissez-la, laissez-vous relever et découvrez la vie nouvelle qu'il a préparée pour vous, parce qu'il vous aime, parce qu'il ne veut pas que vous périssiez, parce qu'il veut que vous viviez vraiment, pleinement, éternellement. Et c'est cela, la plus grande leçon que cette histoire puisse nous laisser.